Ces œuvres sont observables partout en Europe et sans doute que votre regard s'est déjà posé, sans le savoir, sur l'une d'entre elles lors de votre visite à Paris. Pourtant, notre personnage est aujourd'hui méconnu du grand public. Qui est-il? Ferdinand Barbedienne. Il y a près de 2 siècles, cet industriel a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'art du 19e siècle. Considéré comme l'un des plus grands fondeurs et bronziers de son temps, en étant ni plus ni moins à l'origine de l'une des plus grandes d'entre elles, et au point même aussi que son principal concurrent Albersus parlait de lui comme, je cite, une gloire nationale. Alors, comment notre Normand est-il parvenu à marquer l'art industriel de son empreinte? De quelle manière? Je vous propose de le découvrir ensemble dans ce nouvel épisode préparé aux côtés de Jordan Slimani et sous le parrainage de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Installez-vous confortablement, augmentez votre son. Top départ d'Histoire de Normand, spécial Ferdinand Barbedienne, le prince de l'industrie et le roi du bronze qui a démocratisé l'art. C'est le 6 août 1810 à Saint-Martin-de-Fresnay, commune du département du Calvados, devenue entre-temps Loudon et faisant aujourd'hui partie de Saint-Pierre-en-Auge, que Ferdinand est venu au monde. Il est le fils d'une famille de modestes cultivateurs avec un père qui, en plus de son activité agricole, a tenu de son vivant un atelier fondeur et bronzier. C'est ainsi que très tôt, durant son enfance, le petit Ferdinand a rejoint l'atelier de son paternel pour se familiariser avec la matière telle que le métal, le bronze par exemple, mais surtout, dès lors, appréhender les techniques de base du métier. À ce moment, notre Normand a développé un intérêt manifeste pour l'art et la précision, si bien que son père a décidé de remettre son fils entre les mains de patrons, non pas en Normandie, mais à Paris, cette fois-ci en tant qu'apprenti, en travaillant dans plusieurs maisons de papier peint notamment. Alors nous ne sommes pas là dans le secteur de l'industrie, de la fonderie, pas du tout, mais vous allez voir que cette étape a eu une importance majeure dans sa destinée. Là, par la fougue de la jeunesse, l'envie de bien faire et la soif d'apprendre, Ferdinand s'est démarqué aux yeux de ses maîtres par son zèle singulier et son intelligence vive au point même que son dernier patron lui a offert la chance de sa vie en lui faisant avance des fonds pour s'établir à son compte. Ayez conscience de l'opportunité pour l'époque, chers auditeurs. L'illustration que par le volontarisme et le labeur, eh bien des voies s'ouvrent. Il est devenu en quelque sorte indépendant et cette chance, il l'a bien cultivée. Pourquoi? Puisqu'en 1833, il était alors âgé de 23 ans, il s'est installé rue Notre-Dame de Lorette et est devenu, en peu d'années, l'un des premiers marchands de papier peint de toute la capitale, dépassant ses anciens maîtres. Imaginez là encore l'exploit de ce jeune Normand pétri de talent. Il eut en effet l'idée de déployer ses rouleaux sur des tréteaux en les maintenant par des petits bronzes achetés dans les quartiers de Paris. Les clients désirant fréquemment acheter ces bronzes, Ferdinand a tout bonnement décidé d'en faire un commerce et de se lancer dans l'édition dès 1838 avec une idée fondamentale en tête, la démocratisation de l'art en la rendant financièrement accessible grâce à des reproductions fidèles de chefs-d'œuvre. Alors, pour atteindre son objectif de démocratisation de l'art, en la rendant financièrement accessible grâce à des reproductions fidèles de chefs-d'œuvre, notre Normand a dû rencontrer du monde, des personnalités qui détenaient à ce moment-là la mécanique, le savoir-faire de reproduction des statues ou des objets, car notre Normand, certes, a eu la primeur de l'idée, mais ne savait pas, en somme, reproduire les chefs-d'œuvre. Et donc, il a décidé de se rapprocher d'un certain Achille Colas pour créer, je cite, la société A. Colas et Barbedienne, dont l'ambition, écoutez bien, fondatrice, a été de reproduire et de commercialiser des copies réduites des sculptures les plus connues en Europe, afin qu'elles deviennent des décorations d'intérieur modernes. Rendez-vous compte de la nouveauté pour l'époque, de l'aspect inédit de cette idée et surtout de cette découverte, de cette invention qui nous permet encore aujourd'hui, lorsque nous visitons des musées en
Normandie, à Paris, en France, en Europe et même dans les autres pays du monde, eh bien, de repartir dans la main avec une copie d'une statue que nous avons observée lors de notre visite. L'idée est normande, française, je tiens à le dire aussi, et le procédé, la réalisation, le fruit de la collaboration entre Barbedienne et Colas. Mais qui est Achille Colas, qui a participé à l'ascension de notre Normand? C'est important de le préciser aussi. Cet homme fut ingénieur mécanicien et outilleur et a inventé en 1836, donc 2 ans avant sa rencontre avec Barbedienne, un procédé mécanique de réduction des sculptures en rond de bosse. Alors, les sculptures en rond de bosse, ce sont celles que vous pouvez observer en étant posées sur des blocs rectangulaires de marbre ou de pierre, nous offrant le luxe, le loisir de contempler la statue sous ses angles. Mais pour y parvenir, il a tout simplement amélioré un outil nommé le pantographe qui était utilisé par les sculpteurs, en somme pour pouvoir reproduire un motif à l'échelle exacte, soit agrandi ou en format réduit. Et donc ce dernier a repensé, a étudié ceux qui étaient déjà utilisés pour en proposer un permettant de reproduire des copies de statues en format réduit. Voilà, donc en somme, nous avons avec cette alliance le cerveau, la matière grise, l'idée avec notre Normand Ferdinand Barbedienne et nous avons la cheville ouvrière avec Achille Colas. Alors, leur collaboration, leur partenariat, leur amitié, devrais-je dire même, les a conduits à la fortune, à la richesse, à la notoriété, parce qu'ils furent les seuls au monde à ce moment-là à détenir ce savoir-faire. Donc, on imagine aussi le nombre de courtisans qui ont pu se rapprocher d'eux, l'envie dont ils ont pu faire l'objet, mais surtout la fascination du grand public, de la bonne société parisienne. Barbedienne et Colas ont décidé alors de se spécialiser dans les reproductions d'après l'antique. Notamment, ils se sont inspirés de cette époque-là en reproduisant dans un premier temps des statues telles que la Diane de Gaby, le Laurent de Médicis, tout en élaborant, et c'est là aussi que je suis fasciné par leur histoire, en élaborant de nouveaux procédés chimiques destinés à colorer et à patiner les bronzes. C'est-à-dire qu'en plus que d'inventer ce procédé-là, la reproduction à l'échelle réduite de statues, ils ont également l'idée d'améliorer les compositions chimiques et de les colorer. Pour l'époque, c'était forcément une source de succès, à n'en point douter. C'est alors que nos 2 compagnons, habités par leur idée, celle de démocratiser l'art, toujours, c'est la ligne rouge, la colonne vertébrale de leur ambition, et après des heures et des jours passés dans leur atelier à reproduire des sculptures en format réduit, ont finalement pris l'initiative de présenter une réduction de la célèbre statue de la Vénus de Milo à l'exposition nationale de Paris en 1839. Alors, l'exposition nationale, c'est l'ancêtre de l'exposition universelle, on peut le dire. L'exposition nationale a été tenue entre 1798 et 1849 à Paris, et le but, je cite, fut pour l'époque d'offrir un panorama des productions des diverses branches de l'industrie dans un but d'émulation. Et première exposition universelle a eu lieu en 1851, donc forcément que c'est un privilège d'une part que d'avoir participé à ces manifestations-là, mais aussi d'y avoir été primé. Et ce fut le cas pour nos 2 compères qui ont obtenu la médaille d'argent. Et à ce moment-là, je vous le dis, chers auditeurs, l'histoire s'est alors mise en marche. Un extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, Rêverie, Passion, pour illustrer en musique l'ascension fulgurante de notre Normand Ferdinand Barbedienne et de son acolyte.
Ah oui, c'est véritablement à ce moment-là que tout a commencé pour nos deux compères. Avec leur retentissante deuxième place, toute la bonne société parisienne et devrais-je dire nationale s'est intéressée aux créations de notre Normand et de son acolyte. Le succès fut tel, avec cette Vénus de Milo réduite, que les associés ont multiplié les reproductions d'antiques de petits formats pour alimenter les décorations des maisons bourgeoises parisiennes. Tout le monde s'arrachait ses copies, tout le monde voulait voir une petite statue sur son meuble, sur sa table, dans son entrée, à côté de son canapé. Il y a eu une barbedienne mania, je devrais dire. Et malgré la crise financière, pour preuve de ce succès retentissant, à l'époque où bon nombre d'industries ont fermé boutique, ont baissé rideaux, ont licencié des ouvriers, Barbedienne et Colas ont connu une croissance d'activité inimaginable pour eux au départ. Les plus illustres sculpteurs du pays ont en effet dès lors cherché à entrer en contact avec Barbedienne, ont sollicité son attention pour signer des contrats et très vite, il faut le dire, la demande a dépassé toutes les attentes et surtout les capacités de production de la jeune société. Imaginez les jeunes artistes, rêveurs, ambitieux, courir après Barbedienne et Colas, leur tendre des croquis, des projets, des dessins, essayant de séduire, susciter leur intérêt. Bref, ce fut un moment incroyable, je pense, dans leur vie. Il a fallu donc tout de même répondre à ces attentes, à cette forte demande, et pour cela, Colas et Barbedienne ont organisé le carnet de commandes, ont encadré la collaboration d'un point de vue légal avec les artistes pour répondre aux attentes de ces derniers, des sculpteurs également, mais surtout afin de permettre la reproduction en grande quantité des œuvres commandées. Et c'est ainsi qu'il fut décidé que chaque accord conclu avec un artiste serait couvert par un contrat d'édition, posant ainsi, fait nouveau, on continue dans la nouveauté, et bien en posant les bases juridiques d'une nouvelle industrie, puisqu'à partir de ce moment, le sculpteur acceptait de céder ses droits au fondeur, lequel exécuta des éditions d'œuvres originales de manière limitée. Et c'est notamment à travers mes recherches pour préparer cet épisode que j'ai pu saisir qu'en réalité, cette idée est venue de Barbedienne, présenté comme un inventeur né, ça c'est clair, mais aussi comme ayant le nez fin quant aux manières de mener, gérer ses affaires. C'est ainsi qu'en 1840, le marché a été inondé des reproductions des statues en modèle réduit de nombreux artistes. Les sculpteurs animaliers Barye, avec notamment sa panthère de Tunis, et Emmanuel Frémier. D'autres ont suivi avec la sculpture de François Rude, le pêcheur napolitain, celle de Carrier-Beleuze, de Gardet, de Jacquemart, de Louis-Albert Lefebvre, Antonin Marcier avec David Vainqueur, Pierre-Jules Mène, Charles Walton, Henri Chaput, Fabio Stecchi ou encore de Gênes Ezelin. L'éclosion observée des acolytes dans le secteur de la fonderie et du bronzage a notamment permis de changer le regard de l'utilité de l'industrie, étant progressivement reconnue comme pouvant servir aux beaux-arts et à la construction, suite notamment à l'exposition universelle de 1851 de Londres. En France, ce changement de considération apparaît rapidement à l'image du conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale tenu le 28 janvier 1852 où il fut par exemple mentionné dans le compte-rendu déniché avec brio par Jordan Slimani que je salue et que je remercie pour toutes ces données, je cite « Monsieur Barbedienne admiré par ses produits tels que ses meubles et la réduction des portes du baptistère de Florence, exécutés par le procédé Colas, procédé que vous avez récompensé en 1836 par une médaille d'argent. En parallèle de ses activités avec Achille Colas, Barbedienne a affiné son style artistique et a diversifié son champ d'action en développant une gamme d'objets décoratifs et de mobilier tels que des cheminées, des luminaires, des vases d'ornement, des candélabres, des pendules d'apparat, mais aussi des objets en émaux tels que des cloisonnés, ainsi que de nombreux modèles de bronze d'ameublement. Le style Barbedienne, justement, a créé l'émoi par son mélange subtil entre classicisme et modernité. En effet, bien qu'il s'inspire beaucoup de l'art antique, tel que nous l'avons vu il y a quelques instants, il a apporté des touches de modernité dans ses réalisations avec des techniques innovantes de fonte et de patine.
Chaque pièce créée par Barbedienne a été réalisée avec une grande minutie, témoignant d'un souci du détail poussé à l'extrême. Ces bronzes sont souvent d'ailleurs richement ornés de détails ciselés à la main, tels que des motifs floraux ou animaliers, qui ajoutent une touche précieuse et raffinée à ses œuvres. Il a ainsi réussi à conquérir un marché de l'art en plein essor à ce moment-là et à exporter ses créations dans le monde entier. On raconte d'ailleurs que l'une de ses expositions les plus marquantes, celle de Barbedienne, fut celle de Londres en 1851 où il a présenté pas moins de 500 pièces en bronze, suscitant alors l'admiration, l'émoi du public et des médias. Cette exposition, chers auditeurs, lui a valu une médaille de première classe et a contribué à sa renommée internationale. Mais ce succès international, c'est bien seul que notre Normand a pu en profiter. En effet, le 3 mars 1859, quelques années seulement après l'exposition universelle de Londres, Achille Colas est décédé, a expédié son dernier soupir. Cet événement tragique a profondément heurté notre Normand qui a eu du mal à accepter cette nouvelle. Lui qui dès ce moment a perdu son ami, son compagnon de route, son acolyte qui lui a permis d'acquérir un statut et de faire fortune. Barbedienne est resté longtemps prostré chez lui, c'est ce que j'ai pu découvrir en préparant cet épisode, refusant de maintenir le rythme effréné de l'activité de la société à Colas et Barbedienne, cessant tout bonnement de dessiner des croquis de futures potentielles inventions. Après un deuil difficile, il a tout de même fallu reprendre la société, continuer sa destinée en mémoire de son ami. C'est donc seul qu'il assuma la direction de la maison, qu'il resta propriétaire du procédé de réduction et que l'aventure a pu se poursuivre. Au début des années 1860, une année après la perte de son acolyte, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée. Aucune baisse d'activité. Au contraire, elle exportait à ce moment-là 15% de sa production. Elle recensait 300 ouvriers qui étaient embauchés et Barbedienne, à ce moment-là, a possédé un atelier spécialement conçu pour la fonte de bronzes monumentaux. Quelques années plus tard, il est devenu le propriétaire d'un vaste ensemble d'ateliers et de logements rue de l'Ancry à Paris. Au début des années 1870, après 10 années de pleine activité, il disposait d'une cheminée de rappel de 22 mètres de hauteur, d'un fourneau pour creuser ordinaire, d'une chaudière tubulaire de 8 chevaux également. L'entreprise tournait à plein régime. Seul, habité par la volonté de rendre hommage à son partenaire des temps anciens, notre Normand est parvenu à hisser la maison en leader de la production de fonderie et de bronzerie pour l'époque. Avec une qualité de travail déjà saluée par 2 grandes médailles, celle du Council Medals à l'exposition de Londres en 1851, la maison Barbedienne a remporté de nombreux prix au fur et à mesure du temps. L'exposition universelle de 55 à Paris, une grande médaille d'honneur, le succès rencontré par la maison dans les expositions internationales lui ont valu en conséquence de nombreuses commandes officielles, à l'image de celle consistant à fournir les bronzes d'ameublement pour la maison pompérienne du prince Napoléon Joseph, vers 1860, avenue Montaigne à Paris. Autre succès, ceux de l'exposition universelle de Londres, de nouveau en 1862, durant laquelle Barbedienne a remporté des médailles dans 3 classes différentes: meubles d'art, orfèvrerie et bronze d'art. En France, soucieux du sort de ses ouvriers, notre Normand a participé à la création du modèle de la société dite paternaliste et fut à l'avant-garde de la protection sociale de ses ouvriers. Malgré sa sollicitude, l'entreprise fut tout de même paralysée en 1868 par la grève générale qui a laissé à l'arrêt les fonderies parisiennes durant plus de 3 mois. Il fut alors le premier patron à admettre la réduction de la journée de travail de 11h à 10h, sans accepter pour autant la revendication d'intrusion d'une société mutualiste montée par les ouvriers du bronze et qui sera à l'origine du mouvement syndicaliste parisien puis international. Cette période fut difficile pour notre Normand puisqu'il s'est violemment heurté à l'organisation ouvrière en tentant d'obtenir la dissolution du syndicat pour finalement céder.
Un extrait de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, March to the Skyfall, pour poursuivre cet épisode en musique. Après les grèves ouvrières qui ont permis de poser la question sociale dans la société française, est venu le temps des guerres, le temps des tempêtes, j'ai envie de dire, par le déclenchement du conflit franco-prusse en 1870. Vous savez, ce conflit qui s'est achevé par la défaite de la France, par l'abdication de Napoléon III, mais qui surtout a mis en branle le complexe industriel français. Bon nombre de manufactures, d'industries et d'ateliers ont dû cesser leur activité. D'une part par des pénuries de métaux bruts, mais surtout par la faiblesse de l'investissement dans l'économie nationale à ce moment-là. Quand les temps sont incertains, que la confiance en l'avenir est troublée, il y a une diminution de la consommation, une baisse de l'investissement, et nous le voyons d'ailleurs très bien, je me permets cette parenthèse, chers auditeurs, dans la France contemporaine, avec l'état cataclysmique des finances publiques et la dette abyssale que doit rembourser le pays à ses prêteurs. Il y a une baisse de consommation, chacun garde son capital, nous le voyons bien, nous le vivons actuellement. Je ferme cette parenthèse. Le salut pour l'atelier Barbedienne est venu de l'État, du ministère de la Défense nationale, qui durant la guerre a commandé la fonte de plus de 70 pièces de canon. Une fois le conflit terminé, les considérations diplomatiques expédiées entre les deux cours européennes et que la dette a été remboursée par la France à la Prusse, l'économie a pu reprendre. Et cette reprise, elle fut bienvenue pour l'ensemble des entreprises nationales, mais surtout bien heureuse pour Ferdinand Barbedienne, puisque dès la fin du conflit, plus de 1200 pièces ont été produites dans ses ateliers. La qualité de la fonte, de la ciselure, de la patine propre à la technique de Barbedienne que nous avons vu il y a quelques instants ont fait que la signature du fondeur a continué de gagner en notoriété dans toute l'Europe. Les commandes ont afflué de tous les pays du continent européen. C'est ainsi qu'avec ce succès croissant qui, nous allons le voir, ne s'est certainement pas arrêté là, de nombreuses récompenses ont été remises à notre Normand. Premièrement, il fut promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur en 1878, une belle année pour lui puisqu'il a obtenu en parallèle de cela la médaille d'or de l'exposition universelle de Paris grâce à l'une de ces magnifiques inventions que vous pouvez toujours observer à l'hôtel de ville de Paris si vous le visitez, son horloge monumentale de style néo-renaissance ornée des mots de son collaborateur Alfred Serre. Et le jury, à ce moment-là, et je me plais à vous le lire, a comparé notre Normand, Ferdinand Barbedienne, à, je cite, un prince de l'industrie et un roi du bronze. C'est également en reconnaissance de son apport à l'économie nationale et de son succès retentissant dans le pays et hors de l'Hexagone que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale a décidé de décerner le 24 décembre 1886 sa grande médaille annuelle à Ferdinand Barbedienne. J'aime à vous citer les propos du président de l'époque, Edmond Becquerel, grâce à un document déniché retrouvé par Jordan Slimani présentant les raisons de la remise de cette distinction à notre Normand. Je cite: « Aujourd'hui, cette distinction d'un ordre élevé est attribuée sur la proposition du Comité des constructions et des beaux-arts à Monsieur Barbedienne pour les soins et les développements qu'il a donnés à l'industrie des bronzes d'art. » C'est cette même société d'encouragement d'industrie nationale vers laquelle je vous invite à vous rendre, chers auditeurs. Si vous flânez un jour à Paris, rendez-vous devant l'hôtel de l'industrie. Placez-vous devant le fronton et levez vos yeux. Là, devant, vous verrez sur le toit une magnifique statue en or. Il s'agit de la statue d'Orphée qui a été fondue par notre Normand Ferdinand Barbedienne. Elle représente à elle seule la quintessence du génie de Ferdinand Barbedienne, de la qualité de son art et surtout, elle est l'une des nombreuses œuvres d'art que vous pouvez observer à Paris. Sa gloire n'a cessé de se renforcer avec les années, puisqu'à l'exposition universelle, comble du succès en 1889, la presse unanime, la critique majoritaire a remercié Barbedienne de servir de maître aux autres bronziers par la qualité toujours exemplaire de ces bronzes. C'est dire, chers auditeurs, de ce que représentait dès lors notre personnage au regard de l'élite française. Le 21 mars 1892, Ferdinand Barbedienne expira son dernier souffle. Après de nombreuses années passées dans les ateliers et à arpenter les plus beaux monuments, il légua sa société en bonne santé économique.
comptant près de 600 ouvriers, soit 2 fois plus qu'au début des années 1860. Mais surtout, il légua un style artistique précurseur en France, en Europe et dans le monde. Sa disparition fut l'objet de nombreux hommages auprès des représentants du monde politique, artistique et industriel, à l'image de celui d'Eugène Tisserand, alors président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale au moment de son décès. Je cite « Je dois enfin rappeler la perte douloureuse que nous avons faite en M. Barbedienne, qui fut lauréat en 1886 d'un des grands prix de la Société. C'était le fils d'un pauvre ouvrier cultivateur, parti pour Paris comme simple ouvrier, sans ressources, sans position. Vous savez, celle qu'il a conquise par son travail opiniâtre et son talent remarquable. Aujourd'hui, nombreuses de ses créations sont observables à Paris, à l'image de la grande horloge en bronze dorée et conservée à l'hôtel de ville de Paris, telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Au Danemark également, où se situe la statue Thésée combattant le centaure Biennor au parc de l'école cathédrale de Viborg, ou encore aux États-Unis, où la statue intitulée Un fleuve se trouve à Baltimore, au sein du Walters Art Museum. Désormais, chers auditeurs, vous saurez. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à Ferdinand Barbedienne. J'espère que vous avez passé un excellent moment m'accompagner. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de le préparer aux côtés de Jordan Slimani, que je salue une nouvelle fois. Et je remercie par la même occasion toutes les équipes de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Olivier Mousson, son président. Merci pour leur soutien, merci pour leur parrainage et cette communication qui va permettre au plus grand nombre de découvrir la destinée exceptionnelle de Normands qui ont écrit l'histoire de manière générale de l'industrie en France, puisque ce n'est pas le seul épisode qui sera dédié à un Normand passé par la Société d'encouragement, ou du moins dont il est question dans les rapports, dans les règlements, dans les comptes rendus de cette formidable institution. Je vous invite à continuer à me suivre pour découvrir les histoires incroyables de Normands oubliés ou méconnus qui pourtant ont laissé un héritage précieux. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous pour que la communauté s'agrandisse. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et à bientôt.